Hey, salut tout le monde et bonne année 2025. Moi c'est Noix de Citron et habituellement sur cette chaîne je vais tester des écrans, parler de technologie d'affichage, de LED, etc. Mais de manière hebdomadaire je tiens aussi un format qui s'appelle le Zest dans lequel je reviens sur l'actualité tech du moment. Et forcément en ce moment il se passe un truc incroyable et c'est le CES 2025. Très rapidement si vous ne connaissez pas trop, c'est un immense salon annuel, quasiment le plus grand salon de l'année dans lequel les constructeurs vont présenter un peu toutes les innovations technologiques, des nouvelles cartes mères, des boîtiers, des GPU, bref des aspirateurs robots, il y a absolument de tout. Et au milieu de toutes ces annonces, je vous en ai sélectionné quelques-unes pour vous les présenter aujourd'hui. Alors bien évidemment, je vais parler des RTX 5000 d'NVIDIA où je vais revenir dessus d'un point de vue technique et pratique. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes? Est-ce qu'elles sont trop chères? Est-ce qu'elles ont des défauts? On va revenir sur ça. On va aussi revenir sur un accessoiriste qui a eu le culot de se pointer avec des accessoires développés provenant d'une Switch achetée sur le marché noir, Nintendo a pas trop apprécié, mais aussi de plein d'écrans. Ah oui, forcément, je suis une chaîne d'écran, je vais parler d'écran. Mais alors attention, attention, il y a des écrans avec du Wi-Fi 7 embarqué, il y a des écrans OLED 4K 27 pouces, du 500 Hz, du 600 Hz, il y a même des dalles Fast 10 750 Hz, bref, je vais parler de plein de choses. Il y a aussi une petite pépite avec un écran OLED motorisé, mais ça je vous en parle un peu plus tard. Et sans plus attendre, générique. Et commençons avec ASRock qui a présenté non pas deux mais un moniteur et demi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est le même moniteur mais qui a une petite fonction hyper intéressante qui est propre à ASRock. Il faut savoir que c'est donc un écran Fast IPS de 520 Hz avec en option le Wi-Fi 7, rétrocompatible bien sûr Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre le Wi-Fi et un écran? On va y revenir dans quelques instants. La beauté de cet écran, c'est que c'est pas une dalle Fast TN comme on a beaucoup pu voir au CES cette année, c'est un écran Fast IPS qui monte à 520 Hz en 1080p 27 pouces. C'est pas incroyable d'un point de vue usage varié, pratique, c'est-à-dire que c'est un excellent moniteur pour du gaming compétitif, c'est pas un bon écran pour du multimédia. C'est-à-dire que le DPI est un peu faible, 1080p c'est très bien pour un écran de 21, 22, 23 pouces, allez si on veut. Mais 27 pouces, c'est une taille qui est beaucoup trop grande et qui donne un DPI pas assez fort, ce qui fait que les pixels sont un peu grossiers. C'est pas trop grave, à la limite vous mettez l'écran un peu plus loin des yeux, mais sinon il y a des gamers que ça ne dérange absolument pas, ce que je respecte tout à fait. En revanche, là où c'est super intéressant, c'est que comme on peut monter à 520 Hz, c'est vraiment un écran qui est dédié à la scène compétitive. À côté de ça, on va prendre en charge le display HDR 400 et un taux de contraste relativement classique de 1000:1. Maintenant, pourquoi deux moniteurs et pourquoi il y a du Wi-Fi? Tout simplement, c'est la référence qui va changer. Il va y avoir le PG27FFX2A et le PG27FFX1B, donc c'est les deux derniers caractères qui changent. Et qu'est-ce que ça apporte? Eh bien, une innovation que ASRock a déjà commercialisée sur des écrans précédemment, c'est-à-dire qu'ils intègrent du Wi-Fi avec des antennes dans le pied d'origine de l'écran. Et c'est pas stupide contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe qu'il y avait beaucoup de gamers qui jouaient en Wi-Fi, ce qui se respecte, il n'y a pas de problème, même si l'Ethernet pour moi est plus adapté. Quand on a du Wi-Fi 7 avec un bon routeur Wi-Fi 7, les performances restent excellentes. Le truc c'est que quand vous avez une antenne Wi-Fi qui est derrière votre PC, que le PC est sous votre bureau, contre un mur, dans un angle ou dans un endroit où le réseau n'est pas forcément optimisé, et bien avec des antennes qui sont dans le pied d'origine de l'écran, vous déportez cette antenne et donc vous pourrez capter bien mieux le signal Wi-Fi. C'est ça l'intérêt. Alors on me dirait oui mais si je le mets sur un bras d'écran ça sert plus à rien. Oui dans ces cas là si c'est pour le mettre sur un bras d'écran, vous prenez la même référence qui vous coûtera un petit peu moins cher et qui n'embarque pas les antennes. À côté de ça, le fait d'avoir un écran en 1080p à 520 Hz, on n'a pas besoin de monter haut en termes de connectique. On a deux ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4 avec une fiche jack, de l'USB-C A et des haut-parleurs de 2 watts. Donc c'est un bon écran qui est plutôt équilibré, vraiment fait pour du compétitif ou du gaming pur. Comme je vous le disais, c'est pas forcément un écran qui sera adapté pour un usage mixte, multimédia et autres. Ensuite, j'avais envie de vous parler des nouvelles RTX de NVIDIA. Alors pas sur l'annonce officielle, ça je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des innovations qui sont sorties avec différents constructeurs et je voulais y revenir. Prenez le temps de regarder les articles que je cite dans cette vidéo qui sont disponibles sur mon site noixdecitron.tech et que je mets dans la description de cette vidéo, parce que vraiment on a eu des dingueries. On était habitué à avoir des cartes graphiques custom à 2 ou 3 ventilateurs. Et bien cette année, pourquoi se limiter à 3 ventilateurs quand on peut en avoir 4, voire 5? Alors oui, vous avez bien entendu, ROG a sorti la gamme Astral pour les 5080, 5090 et même les 5070 Ti si je ne m'abuse, si je descends un petit peu exactement, on a 4 modèles différents de la gamme ROG Astral. Pourquoi 4 alors qu'il y a 3 GPU différents? Parce que la 5090
intègre ce modèle-là. C'est-à-dire que c'est une 5090 avec un ventilateur intégré, mais en plus de déporter un I/O de 360 mm. C'est hyper cool. J'ai une 2080 Ti à l'époque de chez Aorus avec un I/O de 280 mm. C'est génial parce que ça refroidit extrêmement bien la carte. Comme c'est un I/O, c'est livré tel quel, vous n'allez pas vous embêter avec des problèmes de fiabilité ou autre. C'est déjà préassemblé d'usine. La carte pouvait monter très haut en termes de performance et je ne l'entendais absolument jamais. Ça, c'était génial. Mais le truc, c'est que derrière, voilà, ça se présente comme ça. On a sur la gamme ROG Astral une technologie qui s'appelle le Quad Fan Force qui permettrait un gain en flux d'air de 20% pour réduire du coup la température de la carte. Donc on a bien les 3 ventilateurs en dessous et le 4e ventilateur est situé à ce niveau-là. Je trouve ça plutôt intéressant. Surtout qu'à côté de ça, même si on n'a pas certes d'HDMI 2.2 parce que c'est encore trop récent comme norme, on a 2 ports HDMI 2.1b et 3 ports DisplayPort 2.1a, ce qui en fait une carte graphique avec une connectique ultra moderne et super intéressante. Mais alors attendez, parce que je vous parlais de 3, 4, mais j'ai teasé 5 ventilateurs. Eh bien oui, parce que là c'est MSI qui a sorti une version de la 5090 avec 5 ventilateurs. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible avant et pourquoi en ce moment sur la nouvelle gamme 5000 on peut l'avoir? Eh bien je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo quand je vous présenterai le PCB, la carte électronique de la 5090 ou du moins de la nouvelle génération des RTX 5000. Mais là c'est hyper intéressant parce que le fait d'avoir 5 ventilateurs au lieu de 3 permet d'avoir à température égale des ventilateurs qui tournent beaucoup moins vite et donc une nuisance sonore moins importante, et ça c'est hyper intéressant en fonction de là où se trouve le boîtier sur votre setup. Moi par exemple il est à une distance de bras, il est à 20 cm de mon écran, il est juste à côté de moi, mais c'est vrai que pour un gamer qui a le PC sous bureau, dans un coin ou déporté, on s'en fiche peut-être un petit peu plus. Mais c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi derrière d'avoir des cartes custom avec des fréquences overclockées d'usine par le constructeur ou que vous-même vous pouvez overclocker selon la qualité du silicium. Et bien en augmentant ces valeurs, généralement vous augmentez la température de la carte. Sauf qu'avec 4 ou 5 ventilateurs, et bien vous pouvez compenser ces hausses de température et ça c'est hyper intéressant. Parce que je rappelle un point essentiel en informatique, un composant électronique qui est bien refroidi est un composant qui vieillit mieux. Ensuite, on va retourner aux écrans avec Zowie. Alors, j'ai jamais été trop fan, je respecte totalement la qualité. Ce sont des écrans qui sont ultra performants. Attention, que je dise bien les choses. Simplement, j'en ai jamais été trop fan des gammes de Zowie parce que ce sont des dalles TN. Je suis pas fan parce que ça pêche un peu au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment fade avec une teinte un peu bleutée. J'ai jamais trop aimé. En revanche, je comprends l'omniprésence de la marque Zowie sur la scène compétitive, Counter-Strike, Valorant ou autre, parce qu'ils avaient déjà des moniteurs qui étaient extrêmement performants, mais là, ils passent un gamme au-dessus. Certes, ils avaient précédemment atteint les 500 Hz, mais là aujourd'hui on atteint les 600 Hz. Alors vous allez me dire, s'il n'y a que 80 Hz d'écart, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on va vraiment voir cette différence de 80 Hz? C'est plus subtil, je vais y revenir un peu plus tard. En revanche, c'est pas la grosse innovation de cet écran. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas une dalle TN classique, c'est une dalle Fast TN avec un film spécifique qui augmente le rendu des couleurs de 35%. Donc là, on casse un peu ce côté terne du TN pour le rapprocher sur un aspect un peu plus coloré, soit du VA, soit de l'IPS, soit un mix des deux. J'attends de le voir en vrai de mes yeux ou de voir des tests indépendants, mais là, on est vraiment sur un écran pro, gamer, e-sport ou quelqu'un qui fait du tryhard à mort parce que c'est vraiment un écran qui est dédié à ça. En dehors de ça, on est sur un moniteur qui embarque 3 ports HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4. En revanche, le prix, aïe aïe aïe, 1197 € pour le moment. Ça fait très mal, sachant qu'on peut avoir des écrans OLED de 360 Hz à moins de 600 €, donc quasiment 2 fois moins cher. Mais je peux comprendre que ça peut en intéresser certains, surtout ceux qui ont encore un peu peur des brûlures d'écran. Et je vous parlais du 600 Hz, mais si on allait un petit peu plus loin, donc on va d'abord rester sur le 600, avec le MSI 24-2R X60N. J'en peux plus de ces noms, mais faites des trucs plus simples, sérieux. On est sur un écran quasi similaire au BenQ Zowie juste avant. On a une dalle rapide TN, 600 Hz avec du FreeSync Premium. Un truc très intéressant, c'est un connecteur USB-C qui prend en charge le DisplayPort et le Power Delivery à 98 watts. Donc ça, pour jouer sur un PC portable, c'est excellent, avec quelques petites fonctions d'intelligence artificielle à côté, mais surtout la possibilité de mettre à jour le firmware de l'écran, parce que c'est pas forcément toujours possible. C'est intéressant d'ailleurs comme fonction, parce que ça permet soit de corriger des bugs quand l'écran a été commercialisé un petit peu trop tôt, ou d'en corriger si le constructeur se rend compte de bugs qui sont arrivés dans le temps, soit de rajouter des fonctionnalités. Ça, c'est hyper intéressant. Donc on garde un écran qui est extrêmement similaire, 24,1 pouces, 600 Hz, etc. J'attends de voir ce que ça donne, mais il a l'air pas mal du tout.
Ensuite, ah là 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 là, alors là ça va piquer. J'ai déjà présenté Kurowi qui d'ailleurs paradoxalement est encore aujourd'hui la vidéo la plus vue de mes tests d'écran sur ma chaîne. Plus de 100 000 vues pour un écran que j'ai acheté sur Amazon sur un coup de tête comme ça pour faire du télétravail. Vraiment je suis un peu bluffé que cette vidéo fasse autant de vues. Donc je suis toujours content de parler de Kurowi parce qu'apparemment ça vous intéresse beaucoup. Et bien ils ont présenté le G7, encore une fois un écran TN, 24,5 pouces en Full HD, donc 1920 par 1080, avec non pas 520, non pas 600, mais 750 Hz. C'est beaucoup, beaucoup trop peut-être pour certains, mais c'est beaucoup. Alors, je vais casser un mythe. L'œil n'a pas de limite. L'œil humain est un bijou, une merveille de l'évolution. C'est le cerveau qui est le seul responsable dans la capacité d'analyse du traitement de l'information. Il y a des gens qui ne voient pas la différence entre 60 et 144 Hz. Il n'y a pas de remarques à leur faire, il n'y a pas de critiques négatives à leur faire. On a tous des capacités d'analyse et de traitement de l'information qui sont différentes. Je rappelle aussi une chose importante, nous sommes tous différents, on ne sort pas du même moule, on ne voit pas tous les couleurs de la même façon, on n'entend pas tous les sons de la même façon, nous sommes tous différents. Donc arrêtez de vous comparer en disant « ça sert à rien, l'œil humain, machin », non, bullshit. 750 Hz, sur le papier, je trouve que c'est beaucoup. En revanche, pour des joueurs dont c'est le métier, qui font 50 heures, 60 heures par semaine dans des teams d'e-sport, qui vont bosser sur des événements avec des cash prizes à plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de dollars, c'est leur métier. On va pas comparer les outils que des professionnels utilisent dans leur métier, au même titre qu'on va pas comparer les moteurs des Formule 1 ou la mécanique de voitures de course. Ça n'aurait aucun sens de comparer ça avec l'usage de quelqu'un de lambda qui achète une voiture pour aller au travail. Mais ce petit point étant terminé, revenons brièvement sur cet écran Kurowi qui prend en charge le HDR400. Il embarque aussi, et ça je trouve ça super intéressant, la technologie Quantum Dot de Samsung pour rehausser un peu les couleurs. Donc en moyenne, avec cette technologie-là, on attend à peu près 30-35% de couleurs en plus dans certaines nuances. J'en ai parlé dans ma vidéo du Samsung G6, donc n'hésitez pas à aller la voir. En revanche, ça ne sert à rien d'acheter des écrans 520, 600, 750 Hz selon les jeux, puisque les moteurs ne sont pas tous capables de l'avoir. Par exemple, Apex est capé à 300 fps, donc avoir un écran qui peut monter à 750 Hz n'aura absolument aucun intérêt. Ils ont aussi présenté le OG32UK, un écran 4K OLED 480 Hz de 32 pouces, et le GS49UK, un moniteur 49 pouces au format DQHD, c'est-à-dire 32 neuvième en 5120 par 1440. Restons brièvement sur les écrans avant de passer à Nvidia qui je suppose vous intéresse le plus. Samsung a présenté pas mal de nouveautés avec le Smart Monitor M9, un écran qui troque sa dalle IPS pour une dalle OLED avec pas mal de petites technologies autour de l'IA. Donc c'est un moniteur 4K de 32 pouces qui embarque, et ça c'est intéressant également, une webcam 4K. Alors c'est intéressant parce que ça évite d'avoir en acheté une à côté déjà, elle est parfaitement centrée dans l'écran, comme elle utilise les fonctions d'IA, souvent elle est un peu plus performante que la plupart des webcams sur le marché, sauf des webcams qui sont vendues entre 300 et 400 €, mais là on commence à taper sur des trucs un peu chers. Il prend également en charge le display HDR TrueBlack 400, c'est plutôt intéressant. C'est pas un écran gaming, c'est un écran de divertissement, de le télétravail, de quelqu'un qui fait du télétravail mais qui n'a pas de télé à côté ou qui a une télé, il s'en fiche un petit peu, elle allume une fois de temps en temps pour jouer à la console ou machin, mais c'est un écran qui est quand même super intéressant pour cet usage mix, travail et rendu d'image, parce que le fait de passer de l'IPS à l'OLED, c'est quand même super intéressant. Et je vous le rappelle d'ailleurs qu'avec les générations récentes de DAL QD, plus les outils d'intelligence artificielle, les pixels sont extrêmement optimisés, les DAL aussi, donc il y a quand même un risque relativement faible de brûlure au niveau de l'écran. Ensuite, voilà dinguerie, Samsung qui conserve le nom des G6 et des G8, mais qui les met à jour, c'est-à-dire qu'on garde les moniteurs qu'on connaît déjà, mais le G8 passe avec une nouvelle référence, le modèle G81 SF, et c'est le premier moniteur de jeu qui embarque une dalle 4K OLED, mais non pas de 32 mais de 27 pouces. C'est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir un DPI encore plus élevé. Le G8 habituel est à 142 DPI, là on monte à 165. Pour vous donner un ordre d'idée, un écran classique c'est 108-110. Donc là vous avez une finesse dans l'affichage qui est absolument considérable. Et ce genre de moniteur est absolument parfait pour tous les créateurs de contenu ou des gens qui ont un usage mixte, à savoir travail et gaming, ce qui est mon cas par exemple. Je passe plus de temps à travailler avec mon moniteur qu'à jouer. À l'époque j'ai pris un moniteur 32 pouces parce que si je jouais de l'OLED 4K, ben, j'avais pas le choix, il n'y avait que du 32 pouces. Mais si c'était aujourd'hui que j'avais besoin de changer mon écran, ben, je l'aurais pris en 27. C'est moins grand, ça prend moins de place sur le bureau, c'est plus facile si vous avez une installation à double moniteur et le DPI est plus élevé, donc c'est hyper intéressant. Avec ça, on a une dalle QD OLED de 3ème génération à 240 Hz. Ça, c'est absolument génial. Mais alors attention, le G6, il passe avec une nouvelle ref, le modèle G60SF, qui troque les 360 Hz du moniteur que je vous ai présenté
récemment grâce à Cybertech, que je remercie encore beaucoup, mais cette fois on est à 500 Hz en QHD, à savoir 2560 par 1440. On a une certif FreeSync Premium Pro, une compatibilité Nvidia G-Sync, du VSA Display HDR Trouble à 400, bref, on a tout ce qui va bien sur ce G6. Ça, j'attends de voir le prix, mais ça va être un gros banger pour les joueurs compétitifs parce que 500 Hz en OLED, c'est absolument génial. Et enfin, on va avoir un écran hyper intéressant, le Odyssey 3D. Alors, j'attends de voir, en gros, il y a une lentille lenticulaire qui est fixée à l'avant du panneau avec une caméra stéréo frontale pour plonger l'utilisateur dans une expérience 3D. J'attends de voir. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner et je pense que toutes les vidéos que vous verrez sur le sujet seront tout un peu faussées puisque c'est très difficile de rendre à l'image un moniteur 3D qui est fait pour être utilisé avec des yeux sur une caméra. Donc j'attends et j'espère pouvoir un jour, peut-être avec Samsung, si on a une OP ensemble, ce serait grand plaisir. J'aimerais vraiment voir en vrai ce que ça donne, un moniteur 3D natif qui ne nécessite pas de lunettes. En tout cas, si vous intéresse, c'est le modèle G90XF qui fait 27 pouces. Et enfin, ce qui vous intéresse très certainement le plus, les RTX 5070, 70 Ti, 80 et 90 qui ont officiellement été présentés au CES de 2025. Alors, je vais couper court tout de suite à la plupart du bullshit qu'on peut lire sur des forums, des Discord ou autres. C'est quasiment les meilleurs GPU jamais produits par Nvidia. Le rapport qualité-prix est extraordinaire. Le fait qu'il y ait autant de composants internes d'un point de vue électronique qui soient adaptés spécifiquement à l'IA, ça permet de débloquer de nouvelles technologies, comme la technologie multi-image qui permet encore de rajouter des images et de gagner de manière considérable en FPS. Nvidia l'a très largement comparé, vous prenez une 5070 avec le DLSS 4 et la technologie multi-image, et bien vous avez plus d'images par seconde dans un jeu qu'avec une RTX 4090 en DLSS 3. C'est absolument génial. Alors bien sûr, il faudra que les jeux soient compatibles. Je ne vais pas revenir sur chacune des options, sinon la vidéo ferait 3 quarts d'heure. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour prendre le temps de regarder toutes les petites vidéos qui présentent chacune des technologies, par exemple le Reflex 2, le DLSS 4, etc. etc. Prenez le temps de regarder, c'est absolument passionnant. On va passer rapidement aussi sur les tarifs et les consommations. Donc c'est des prix que je trouve tout à fait honnêtes. Oui, c'est cher, mais on est là sur le premium nouvelle génération des cartes graphiques qui existent aujourd'hui. La 5070 sera disponible en février 2025 à 649 € en Founders Edition. La 70 Ti, pareil, février 2024, mais à 884 € TTC. En janvier 2025, en revanche, on aura les 5080 et 90 à respectivement 1179 et 2349 €. Et je vous arrête tout de suite. C'est cher, 2000 € en GPU, c'est une arnaque, etc. Non. J'ai sorti des statistiques officielles qui viennent de Steam et je vais sûrement vous apprendre des choses passionnantes. Dites-vous qu'il y a plus de 20% des joueurs dans le monde qui se sont connectés à Steam en décembre 2024 qui n'utilisaient que 4 cartes graphiques. La GTX 1650, qui a déjà pas mal d'années, la RTX 3060, la 4060 et la 4060 portable. Ces 4 cartes graphiques, à elles seules, c'est 20% des GPU qui sont utilisés par des joueurs dans le monde. La plupart des joueurs utilisent des cartes graphiques d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme. Et si vous ne me croyez pas, j'ai une stat supplémentaire parce que j'ai fait un calcul qui était plutôt intéressant. La GTX 1050 Ti, c'est 2,31% des GPU utilisés pour jouer en décembre 2024 sur Steam. 2,31%. C'est plus que tous les joueurs qui utilisent une RTX 4090 et une 4080 Super réunis. J'insiste bien là-dessus, il y a plus de joueurs avec une GTX 1050 Ti qu'avec des 480 Super et des 490, c'est énorme. La 490, c'est 1,13% des joueurs. La 480 Super, c'est moins d'1%, c'est 0,97% des joueurs. Les gammes 90 ne sont pas des cartes graphiques gaming. Alors oui, ça va peut-être vous surprendre, mais Nvidia l'avait elle-même annoncé quand ils ont sorti les 390. Ce sont des GPU absolument excellents qui sont certes très fonctionnels pour du gaming, mais ils ne sont pas pensés pour ça. C'est des cartes graphiques qui seront extrêmement performantes pour de la création, de l'image, de la vidéo, de la 3D, de la photo, ça sera absolument considérable. Moi par exemple, j'utilise Lightroom pour traiter mes photos. Lightroom utilise le GPU pour augmenter ses performances. Et quand vous avez un GPU qui a 32 Go de RAM et qui a une puissance de calcul qui est considérable, ça va beaucoup plus vite. En revanche, dans un jeu, c'est pas parce que vous mettez le double du prix que vous aurez le double des performances. Donc le premium haut de gamme gaming pour moi aujourd'hui, c'est la 580. La 590, ça répond à un besoin professionnel. Et si vous n'avez pas un métier qui nécessite d'avoir une grosse puissance de calcul pour l'intelligence artificielle ou pour des rendus 3D, 2D, vous n'avez pas besoin du 590. Si vous en avez besoin, vous le savez, parce que ça répond à un besoin, ça répond à une exigence, et que derrière vous avez les clients, vous avez un carnet, vous avez des choses qui vont nécessiter ceci, et c'est un investissement
investissement qui sera vite rentabilisé. Et en dehors de ça, si on remonte sur les consommations, là aussi elles sont quand même plutôt contenues. Une 570 c'est 250 watts, la 70 Ti c'est 300, la 580 360 watts et la 5090 575 watts. C'est plus ou moins la même chose qu'on avait sur la génération précédente. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que 40 watts d'écart entre une 480 et une 580 malgré des performances qui sont drastiquement supérieures. Donc ça va, parce qu'il y a quand même une réalité technique, matérielle, au-delà de ce qu'on peut lire sur internet, sur des gens qui vont sortir des pseudo-captures d'écran, etc. Non, ce sont des GPU qui sont absolument intéressants et qui sont géniaux. Je vous en parlais un petit peu d'ailleurs tout à l'heure quand je vous parlais de la conception des GPU à 3 ou 4 ventilateurs, ou même à 5 ventilateurs. Pourquoi on n'avait pas ça avant? Eh bien parce que maintenant le PCB, donc la carte électronique de la puce graphique, est beaucoup plus petite. Mais vraiment, ce qui fait qu'au lieu d'être déportée sur le côté, elle est au centre et que derrière ça permet d'avoir une conception symétrique des ventilateurs et donc de pouvoir mettre des ventilateurs en haut, en bas et au milieu. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, j'insiste bien là-dessus, c'est une carte graphique, du moins, c'est une gamme de cartes graphiques qui est absolument excellente. Et oui, on pourrait reprocher le fait qu'il n'y ait que 12 Go de RAM sur la 570 et 16 Go sur la 70 Ti, la 580. Je suis le premier à dire que j'aurais bien aimé avoir 24 Go au moins sur la 580, dans la mesure où moi par exemple j'ai une 7900 XTX AMD qui a 24 Go de RAM, sauf que attention, c'est pas la même RAM que vous aviez avant. On n'est plus en GDDR6, on est en GDDR7. Et la bande passante de la mémoire est colossale, elle est considérablement supérieure. On peut même aller jusqu'à plus du triple de la bande passante. Donc oui, vous pouvez avoir la même quantité de RAM, mais elle est beaucoup plus performante. Donc c'est pas vraiment comparable en soi. À côté de ça, on va avoir un décodeur Nvidia qui sera beaucoup plus performant, des cœurs en ray tracing de nouvelle génération, des Tensor Core là aussi largement supérieurs, mais les tops pour l'IA sont absolument différents. On n'est plus sur du double, sur du triple, on peut largement multiplier ça. Donc pour tous les logiciels ou tous les produits qui vont nécessiter des calculs d'IA, cette nouvelle génération de GPU est absolument excellente, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines choses, comme la génération d'images multi-images, qui nécessitent l'IA, qui sont propres aux générations 5000, alors que le DLSS 4 peut être appliqué sur les générations précédentes de GPU Nvidia. Donc je pense qu'on a fait le tour, il y a encore plein de choses à dire bien entendu, donc prenez le temps de lire cet article, je vous ai mis des graphiques, je vous ai mis plein de petites choses, regardez ça à tête reposée. Ensuite, on va parler d'une petite dinguerie qu'il y a eu lieu au CES avec une fuite massive de la Switch 2. Alors, la Switch 2, proprement parler, n'a pas été présentée. En revanche, il y a des rendus 3D imprimés à l'échelle 1 en taille réelle avec beaucoup d'infos qui ont fuité. Pour une raison toute simple, il y a un fabricant, Genki, je ne sais pas si je le prononce bien, mais Genki, qui est un accessoiriste qui a déjà développé des Joy-Con en présentant des choses, notamment avec un capteur optique. Ils ont présenté pas mal de choses aussi comme des films de protection. Et ça, je pense que chez Nintendo, ça a beaucoup grincé des dents. Parce que si Nintendo avait annoncé une sortie de la nouvelle génération de cette Nintendo Switch pour mars 2025, je pense qu'ils n'ont pas tellement apprécié qu'il y ait autant d'accessoires, de rendus ou autres qui soient présentés encore plus, parce que là on parle pas d'un petit blog indépendant ou d'un thread Twitter, là on parle quand même du CES. Les mecs se sont pointés avec des rendus 3D venant d'une Switch achetée sur le marché noir, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, pour présenter avant Nintendo des fonctions sur des accessoires. Mais c'est absolument une dinguerie. Donc Nintendo a juste communiqué en disant « Ouais, y a rien d'officiel ». Voilà, bon, c'est tout. Juste une phrase. Bon, attendons de voir la présentation officielle de la Switch 2. C'est pas anormal, je veux dire, il y a plein de gens dans l'industrie qui font ça, notamment avec les smartphones qui est un marché colossal. Les accessoiristes qui ne sont pas dans les petits papiers des constructeurs utilisent beaucoup les rendus 3D qui sortent de fuites d'usines, de captures d'écran, de machins, de rumeurs ou de prototypes qui ont été un peu volés ou récupérés ou oubliés dans la nature pour fabriquer des coques, des films de protection, des accessoires, des gousses de transport. Parce que quand la nouvelle console va sortir, les gens ils vont avoir envie d'acheter des accessoires, ils vont envie d'avoir à la protéger. Donc plus vous êtes dispo tôt, plus vous allez augmenter vos chiffres de vente. Donc c'est pour ça qu'on frôle la légalité dans la plupart des cas. Mais voilà, les gars de chez Genki ont eu le culot de se présenter au CES de 2025 en teasant beaucoup de choses. Après, on verra quand la présentation sera faite de manière officielle jusqu'où ils avaient tort, jusqu'où ils avaient raison sur les fuites. En attendant, voilà, c'était une info intéressante. On approche de la fin, donc de manière très brève, puisque j'ai déjà une vidéo entière qui parle des normes ClearMR et HDR sur ma chaîne, que je vous invite à regarder. On a eu des nouvelles certifs auprès de l'organisation VESA, avec notamment le ClearMR qui peut monter jusqu'à 21 000. Alors c'est pour mesurer, pour quantifier la quantité de pixels nets lors de mouvements. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Pareil pour le display HDR, on passe du display HDR True Black 400 au display HDR True Black 1000. C'est une augmentation
énorme, ce qui promet donc une certification pour des écrans plus lumineux dans l'avenir. Et le problème des écrans qui sont pas certifiés soit avec le display HDR, soit avec le Clear MR, c'est que les constructeurs peuvent dire un petit peu ce qu'ils veulent, avec des temps de réponse dans des conditions ultra spécifiques, des luminosités dans des conditions là aussi extrêmement spécifiques qui sont souvent loin de la réalité. Oui, on atteint 1000 nits. On a oublié de vous dire, c'est que sur 3% de l'écran. Ah, attention, on a 0,5 millisecondes de temps de réponse. En revanche, il faut que l'écran soit overclocké, que le pixel y passe de gris à gris, que vous ayez activé tel profil. Non, mais c'est bon. Là, l'avantage, c'est que c'est un protocole qui est bien défini en amont, que c'est une norme et que tout le monde a la même méthode protocolaire pour définir ces normes Clear MR et Display HDR True Black 1000. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça promet de très très beaux écrans dans l'avenir. Et enfin, LG, waouh, ils ont présenté des dingueries, ils ont présenté 2 moniteurs avec notamment, et ça c'est absolument incroyable, un écran, même si c'est pas les premiers à le faire, motorisé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un écran OLED au format 5K 2K, donc 5120 par 2160 en 45 pouces, motorisé, ce qui veut dire qu'il peut passer de plat à incurvé. Et ça, c'est énorme, parce que si vous avez envie de jouer à un jeu où l'immersion est importante, vous appuyez sur un bouton, vous incurvez l'écran à 800-900 Hz autour de vous, et là, vous êtes dedans. Que vous fassiez de la simulation spatiale ou de la course automobile, c'est absolument génial. En plus de ça, il y a des fonctions gaming hyper intéressantes, parce que l'écran n'est pas obligé de l'utiliser dans sa définition native en 45 pouces, on peut avoir un ratio d'image qui passe nativement à 39, 34 ou 27 pouces. En plus de ça, on a des modes qui permettent de doubler les FPS, donc on peut passer... En plus de ça, on a des modes qui permettent de doubler les Hz, on peut passer de 165 à du 330 Hz en Full HD, vraiment c'est génial. Je vais pas revenir sur toutes les fonctions parce que comme c'est plusieurs moniteurs avec plein de petits détails à droite à gauche, prenez le temps de regarder la source, c'est passionnant. Il y a des normes récentes, le DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, de l'USB-C Power Delivery DisplayPort avec du 90 watts, bien entendu du G-Sync, du FreeSync. Vraiment là on est sur une petite crème premium pour le gaming et pour l'immersion et j'ai vraiment hâte, si un jour j'en ai l'opportunité, de tester ces écrans sur la chaîne Noix de Citron. Bon et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure des choses à faire c'est encore de vous abonner et surtout de mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide énormément au référencement. Et pour un commentaire, vous prenez pas trop la tête, partagez votre avis sur la vidéo, posez des questions, dites-moi quelle est la news qui vous a le plus intéressé là-dessus. Est-ce que par exemple vous seriez partant pour acheter une des nouvelles RTX 5000? Est-ce que vous attendez encore un peu pour avoir une annonce peut-être sur une RTX 5060? Parce que ça moi j'en suis très curieux. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et avant de vous quitter, je vous tease la prochaine vidéo, c'est un room tour complet où je vous partage l'intégralité de mon setup, des décos, de tous les éléments que je peux avoir chez moi qui peuvent être pratiques. Donc ça sera une vidéo hyper intéressante d'un point de vue inspiration si vous voulez mettre à niveau vos propres setups. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite encore une très bonne année 2025. Salut tout le monde!